L'attaque réussie contre le blocos d'Eperlek, aussi appelé bunker de Watten, força les Allemands à trouver un nouvel emplacement à proximité pour échafauder leur stratégie visant à bombarder Londres. Les Allemands ont déjà pris possession d'une ancienne carrière située entre les villages d'Elfo et de Wizerne, au sud-ouest de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. Ce site de substitution se nomme la coupole d'Elfo. En 1935, alors que l'Allemagne nazie dénonce officiellement le traité de Versailles, l'armée de l'air, la Luftwaffe, et l'armée de terre, l'AR, décident de créer un centre de recherche et de développement ultramoderne sur la côte baltique. Le budget est colossal et les travaux sont réalisés très rapidement, entre 1936 et 1940. Si les installations de la Luftwaffe, Appenmund-Ouest sont assez modestes, celles de l'armée de terre consacrée aux fusées à propergol liquide constituent le complexe militaire le plus moderne de la planète quand commence la Seconde Guerre mondiale. À son apogée, Appenmund-Est emploie 12 000 personnes, dont 6 000 ingénieurs et techniciens. On y développait les Vergeübungswaffen, les armes de représailles. Ils vont d'abord construire le V1 pour l'employer en France à partir du 12 juin 1944, et jusqu'au 1er septembre, afin de bombarder Londres depuis les côtes de la Manche. Ces bombes volantes étaient assemblées au camp de concentration usine de Mitebodora, où le tiers des 60 000 déportés ont péri à la tâche. Le V1 est propulsé depuis une catapulte de 49 mètres de long, par utilisation de vapeur surchauffée produite à l'aide d'un générateur d'Ampferseder. Puis le pulsoréacteur ou réacteur à impulsion prend le relais. Un compas magnétique asservi à un gyroscope, réglé avant le lancement, maintient ensuite le cap. Toute déviation est ensuite corrigée par ce gyroscope de route ainsi que deux gyroscopes auxiliaires maintenant l'assiette de l'appareil, le lock, c'est-à-dire une petite hélice à l'avant, qui gère par l'intermédiaire d'un compteur toutes ses fonctions au cours du trajet, puis provoque la chute avec une précision théorique de plus ou moins 50 mètres. Le V1 se met alors en piqué, provoquant ainsi l'arrêt du moteur et l'angoissant silence, évoqué par les témoins avant l'explosion. Le V1 qui vous est présenté dans la coupole a été lancé depuis la forêt de, fin juin ou début juillet 1944 mais s'est écrasé à proximité dans une zone marécageuse de la commune de Pont-et-Marais. Dégagé et désactivé en 1975, il est acquis en 2000 par Jean Hérizet, collectionneur, qui le restaure minutieusement avec le concours de Yannick Delefosse. Il rejoint la coupole en 2022. Puis les ingénieurs allemands mettent au point le V2, ancêtre de nos fusées modernes, mis au point entre autres par Werner von Braun, qui contribuera grandement à la conquête spatiale américaine, après la Seconde Guerre. La fusée V2 était l'une des nombreuses armes originales développées par les Allemands à la suite de l'échec de la Luftwaffe, à remporter une victoire décisive contre le Royaume-Uni. En tant que premier missile balistique à longue portée au monde, il s'agissait d'une arme révolutionnaire, dont le développement avait commencé en 1936. Les dirigeants nazis espéraient qu'un déluge de fusées contre Londres forcerait la Grande-Bretagne à négocier la paix. Même si Adolf Hitler était initialement partagé sur cette approche, il devint un partisan enthousiaste du programme V2 quand les bombardements alliés commencèrent à ravager les villes allemandes. Le V2 est mis au point à Appenmund, mais sa production en série qui débute en 1943, est effectuée dans l'usine souterraine de Mittelwerk, dans laquelle périssent plusieurs milliers de prisonniers placés sous la coupe des SS. Le missile V2 est un engin de 12,5 tonnes, 4,5 tonnes à vide, propulsé par un moteur fusée brûlant un mélange d'éthanol et d'oxygène liquide, exerçant une poussée au décollage de 25 tonnes. Il décolle d'une rampe de lancement qui peut être mobile et est accéléré durant 65 secondes jusqu'à atteindre une vitesse de 1,341 km par seconde, soit 4827 km par heure. Il dispose d'un système de guidage utilisant des gyroscopes, qui adapte la trajectoire en utilisant des gouvernes placées sur son empennage, et des déflecteurs de jet placés à la sortie de la tuyère. Sa trajectoire culmine à environ 90 km et il emporte une charge militaire constituée de 750 kg d'explosifs, à une distance pouvant atteindre 320 km. Les technologies mises au point durant sa conception, telles que la propulsion à ergol liquide de grande puissance et les gyroscopes de précision, ont plus tard bouleversé ce domaine technique. Le V2 est en effet directement à l'origine des missiles balistiques intercontinentaux qui seront porteurs d'armes nucléaires, et des lanceurs qui ont ouvert l'ère spatiale à la fin des années 50. La coupole est destinée au lancement des V2. En septembre 1943, l'armée allemande entreprend la construction, dans une carrière, à Elfo-Wizerne, d'un vaste complexe souterrain destiné au tir des fusées A4 V2, contre Londres, situé à 190 km à vol d'oiseau. Le cœur de l'ouvrage sera protégé par un énorme dôme de béton armé. Le site est choisi en fonction de plusieurs paramètres, avec la portée de l'engin d'environ 230 km au maximum, la proximité d'une voie ferrée, la possibilité d'enterrer les installations sous 40 mètres de craie pour les protéger des bombardements, une distance suffisante par rapport à la côte du Pas-de-Calais, afin d'éviter d'éventuelles attaques par des commandos britanniques. L'organisation Todt, chargée des grands travaux de l'État nazi, confie le chantier à des entreprises allemandes de travaux publics et miniers. 1300 ouvriers y travaillent en moyenne, nuit et jour.
60% sont des contremaîtres et des ouvriers qualifiés allemands, cimentiers, mineurs de la Ruhr. Les autres sont des travailleurs forcés, des jeunes Français requis pour le service du travail obligatoire, le STO, et prisonniers soviétiques dont plusieurs dizaines de femmes. Mal nourris et rudoyés par les contremaîtres et les gardes, cette main-d'œuvre forcée accomplit les tâches non qualifiées comme le transport des sacs de ciment, l'évacuation des déblais, etc. À l'été 1944, alors que se déroule la campagne des V1 contre Londres, Albert Speer, ministre de l'armement du Reich nazi, commande un double reportage film et photo, sur pellicules en couleur, sur la chaîne de montage des V2 dans l'usine souterraine, à Walter Franks, le photographe personnel d'Hitler. Les V1 et les V2 sont alors devenus des armes miracles pour les dirigeants nazis, dans un contexte de défaite militaire sur tous les fronts. L'assemblage des fusées a commencé à la Mittelweg, dans les derniers jours de décembre 1943, mais l'usine n'est achevée qu'en mai 1944. Le reportage de Walter Franks visait à montrer, peut-être à Hitler, que tout était prêt pour produire en série et tirer une arme décisive. Il présente une usine ultramoderne, à l'arrêt, le dimanche étant jour de relâche, avec des stocks abondants et des détenus simulant leur travail ordinaire. Le reportage présente les principaux ensembles de l'usine et reconstitue le processus de production des fusées. Il montre des déportés du camp de concentration de Dora, en train de fabriquer l'arme de très haute technologie. La grande majorité des quelques 5000 détenus employés sur la chaîne de montage des V2 sont des Européens de l'Ouest, Français, Belges, Néerlandais, Slovènes. Presque tous les prisonniers présents sur les clichés de Franks sont des Français. Selon la conception du monde des nazis, il était inenvisageable de montrer des faciès slaves accomplissant une tâche qualifiée. Mais il ne s'agit pas d'un reportage réaliste, car il n'y a pas trace du moindre uniforme de SS, ou de militaire de la Wehrmacht, pas la moindre silhouette de capot ou de contremaître, pourtant nombreux pour assurer l'encadrement des prisonniers. Surtout, tous les déportés présents sur les clichés sont propres et en bonne santé. Tenues rayées adaptées à leur taille, cheveux et barbes rasés de frais, des joues bien remplies. Il s'agit d'hommes qui ont été mis au travail sur la chaîne d'assemblage depuis quelques mois, et qui résident dans le camp extérieur achevé au printemps 1944. Ils échappent alors aux brutalités et à l'épuisement physique des premiers mois de Dora et sont, à ce moment-là, relativement bien nourris. C'est bien un impressionnant décor et des figurants dociles qu'a photographié Franks. Mais il manque l'envers de ce décor, la violence et la mort qui au moment du reportage, rôdent à la périphérie de l'usine, dans les commandos chargés des travaux de terrassement ou de creusement des nouvelles usines souterraines en préparation, ou dans la baraque du Revier, l'infirmerie du camp. Quelques semaines après le reportage de Franks, le 8 septembre 1944, la campagne opérationnelle des V2 commence. Une vingtaine de fusées est alors assemblée quotidiennement dans Mittelwerk, soit plus de 600 par mois, et ce jusqu'à l'arrêt de la production dans les derniers jours de mars 1945. Repérée par les Britanniques sur des photos aériennes prises au début de novembre 1943, la coupole n'est attaquée qu'à partir de mars 1944, alors que le dôme de béton est déjà achevé. Le chantier subit 16 attaques majeures en 5 mois, de mars à juillet 1944, au cours desquelles 3193 tonnes de bombes sont déversées par les avions alliés. Le site est transformé en paysage lunaire, truffé de cratères. Les communes voisines sont sévèrement touchées. On compte 21 civils tués à Elfo, 55 à Wizerne. Les 24 juin et 17 juillet 1944, la coupole fait l'objet de 2 attaques menées par une unité d'élite du Bomber Command de la RAF, le 617e Escadron, avec des bombes géantes de 12 000 livres soit plus de 5 tonnes métriques, les Talboy, qui provoquent l'effondrement de la face de la carrière située sous le dôme. 7 avions alliés ont été abattus et 130 endommagés lors des raids contre la coupole. Les Allemands arrêtent le chantier de la coupole à la fin de juillet 1944, au moment où les Alliés percent sur le front de Normandie. Aucune fusée V2 ne fut donc tirée de la coupole. Les premiers missiles qui frappent Paris et Londres, le 8 septembre 1944, ont été tirés par des unités mobiles depuis les Ardennes belges et la Hollande. Les services secrets britanniques prennent possession du site, en septembre 1944, après la libération de la région Nord-Pas-de-Calais. Ils effectuent des relevés des installations prévues pour le tir des fusées V2 contre Londres, au moment où la capitale britannique est soumise à une attaque mise en œuvre par des unités mobiles opérant en Hollande. En mai 1945, Winston Churchill considérait que les installations de la coupole, en grande partie intactes et proches de l'achèvement, pourraient constituer une menace pour le Royaume-Uni. Il pense désormais à l'Union soviétique. Churchill donne l'ordre au Royal Ingénieur d'en condamner les accès par des dynamitages. La coupole est abandonnée pendant plusieurs décennies avant d'être transformée en centre d'histoire et de mémoire, en 1997. Les expositions dans les tunnels et sous le dôme sont centrées autour de 3 axes, l'occupation dans le Nord-Pas-de-Calais, les missiles allemands et l'histoire du vol spatial.
L'exposition spatiale est réalisée dans le cadre du 60e anniversaire du Centre national d'études spatiales. Elle présente le développement de l'exploration spatiale en France, des premiers pionniers jusqu'aux programmes actuels. Elle revient sur les grandes étapes qui ont permis à notre pays de devenir, dans un premier temps, la troisième puissance spatiale, puis de se positionner comme un acteur majeur du secteur tant sur le plan européen que mondial. Le musée dispose depuis 2012, à l'endroit même où devaient décoller les fusées V2, d'un planétarium 3D à 360 degrés et une résolution en 10K. Depuis son ouverture au public en 1997, la coupole a accueilli plus de 2 millions de visiteurs.